C'est parti. Bien, bonjour à tous. Gérard de Thiers ici, donc je suis docteur en informatique, diplômé de l'Université de Liège. Mon expérience professionnelle depuis, essentiellement dans le domaine du développement, en start-up ou pas, avec pas mal de DevOps aussi dans l'histoire, ce qui fait que je suis un peu au courant de comment on configure des serveurs et on déploie des services. Voilà, j'ai déjà fait deux présentations au Geek Anonyme il y a déjà quelques années maintenant. L'une, c'était sur les Amazon Web Services et une autre, c'était sur le Domain Driven Design. Et aujourd'hui, comme Jérémy vous l'a expliqué, on va se concentrer un peu sur reprendre le contrôle de ces données et essayer de se libérer des GAFAM. Je vais commencer à partager mon écran maintenant. Oups. Voilà. Boum. Alors, donc, comme on en avait déjà parlé, donc les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, pour ne citer que, ont tendance à se nourrir de notre vie privée. Il y a une citation qui revient régulièrement, je n'ai jamais réussi à trouver exactement qui en est l'auteur, mais enfin bon, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et là, on est clairement en plein dedans. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez partager, publier, etc., en utilisant leur réseau de diffusion, quelque part, ils vont l'utiliser parfois à vos dépens. D'un autre côté, je veux dire, toute cette approche cloud, elle a ses avantages. On se retrouve avec des données qui sont facilement partageables, dont l'intégrité est, en tout cas dans une certaine mesure, garantie, et avec une accessibilité qui est optimale. Vous pouvez accéder à vos fichiers, à vos contacts, à toute une série d'informations utiles à partir de votre téléphone, de votre ordinateur, de votre tablette, etc., etc. Donc c'est quand même assez pratique. Bon, il existe tout de même des fournisseurs de services cloud qui sont respectueux de la vie privée, en tout cas dans une certaine mesure. On parle beaucoup de Framasoft. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Donc, Framasoft fournit notamment toute une panoplie de services en ligne qui sont autant alternatives à des Google Docs, des Doodle, des Google Calendar, etc., etc. Donc, j'ai mis une petite URL ici. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est en gros la liste des services que Framasoft propose gratuitement. Cela étant dit, vous restez toujours dépendant d'un tiers. Alors, il y a toute une série de questions qui se posent dans ce contexte. D'une part, bon, que se passe-t-il quand le tiers en question est défaillant? Ne pas oublier qu'un tiers de confiance aujourd'hui ne l'est pas nécessairement et ne le restera pas nécessairement demain. Et quelque part, bon, je veux dire, vous dépendez d'un tiers, peut-être que les services proposés ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendez. D'ailleurs, comme on dit souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, quelque part, pourquoi ne pas concevoir soi-même son propre cloud pour garder un contrôle absolu et complet sur ses propres données? Bon, alors, il est vrai que c'est relativement technique. Je vais essayer de schématiser l'approche. Bon, ce sera peut-être pas, ça ne paraîtra pas simple et c'est normal quelque part, ça ne l'est pas totalement, mais d'un autre côté, il y a pas mal de documentation, il y a des communautés d'une part, et d'autre part, vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire tout vous-même. Vous avez peut-être un bon pote informaticien qui aime bien boire une petite bière en vous configurant votre serveur, allez savoir. Un autre, enfin, quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est que quelque part, ça permet à tout un chacun de prendre conscience de son coût technique, on va dire, qui est parfois lié aussi au coût environnemental. On parle souvent du fait qu'envoyer un mail consomme autant qu'une ampoule, enfin qu'allumer une ampoule de je ne sais plus combien de watts pendant je ne sais plus combien de temps. Ben voilà, je veux dire quelque part, revenir à vous-même héberger vos propres informations et dimensionner vous-même le système qui va effectivement les héberger, quelque part, c'est une manière aussi de limiter votre coût environnemental. Voilà. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on peut faire ça et finalement, quel est le prix? Parce
qu'on parlait tout à l'heure de gratuité, qui n'en est pas une. Ici, c'est vrai que comment dire, vous allez reprendre le contrôle, mais tout ça a un coût, pas seulement économique d'ailleurs, enfin, on y reviendra. Par où est-ce qu'on commence? Il faut d'abord un serveur, donc un serveur, un ordinateur, d'accord, physique ou virtuel, avec une adresse IP publique. Bien sûr, il faut un système d'exploitation, une zone DNS que vous pouvez gérer, et des certificats SSL pour sécuriser les communications entre votre ordinateur et votre serveur. Bien sûr, la pile logicielle. Donc, je parlais tout à l'heure de système d'exploitation. Moi, enfin, je conseille toujours de passer plutôt sur une distribution Linux. De préférence, une qui est bien courante et bien documentée pour éviter les mauvaises surprises. Ça, c'est surtout si vous êtes plutôt débutant et que vous n'avez pas spécialement envie ou vous n'avez tout simplement pas envie de perdre votre temps à chercher de la documentation. Point de départ, en général, on installe un serveur web, on installe une base de données ou plusieurs, on configure le firewall, on organise son système de backup et nous voilà lancés. Chaque service en fait que l'on va, chaque nouveau service cloud que l'on va vouloir héberger représente une sorte de nouveau bloc logiciel. Donc ici, vous voyez de gauche à droite, on a Internet sur lequel sont publiés en quelque sorte les domaines que vous allez utiliser. Tout ça aboutit dans votre box. Il y a un firewall qui redirige les informations vers votre serveur web qui lui-même va choisir quel service est appelé. Et donc chaque nouveau service vient en quelque sorte enrichir la pile des services qu'on voit là au milieu. Et alors en fin de course, vous avez la base de données. A priori, la seule chose qui est accès, à laquelle Internet accède, c'est le firewall. Tout le reste est censé être caché par derrière, ceci pour éviter les gros problèmes de sécurité. Alors, l'organisation que je viens de vous présenter, elle n'est pas idéale. Je veux dire, quelqu'un qui travaille dans le milieu opérationnel, surtout des grosses structures, vous dira que ça ne va pas du tout, parce qu'il n'y a pas de redondance. C'est-à-dire que si votre serveur lâche, ben, vous avez perdu l'entièreté de vos services. Okay. Il n'y a pas vraiment de haute disponibilité non plus. Il n'y a qu'une seule ligne d'arrivée. Enfin, vous n'avez qu'une seule adresse IP. Il n'y a qu'une seule ligne d'arrivée à votre serveur. Il n'y a qu'un seul serveur. Donc, il y a potentiellement des soucis à ce point de vue-là. Et votre serveur, bon, ben, au moment où vous l'achetez, vous en fixez les capacités qui sont limitées et ce n'est pas toujours simple à étendre. Tout dépend de vos choix. Cela étant dit, l'avantage de l'approche en question, c'est que c'est relativement simple et à un coût qui reste limité. C'est-à-dire que c'est accessible à un plus grand nombre, y compris les particuliers et les entreprises. Et il s'avère qu'en réalité, c'est une configuration qui peut s'avérer suffisante dans beaucoup de cas. Alors, bon, j'ai essayé de faire une rapide estimation à l'heure d'aujourd'hui de ce qu'on pourrait payer, on va dire, pour ce genre de config, en essayant de faire pas vraiment un grand écart, mais une idée avec une configuration relativement chère et une configuration relativement bon marché. Donc, pour un serveur physique avec un processeur Atom, par exemple, 4 Go de RAM, un disque de 1 Tera, on en arrive à un coût annuel d'environ 160 €, toutes taxes comprises. À cela vient s'ajouter l'allocation d'une zone DNS, donc là on en arrive à 7 € par an. Si on achète un certificat, il faut prévoir autour de 20 €. Il y a plus cher, il y a moins cher, mais bon, voilà, c'est une offre plutôt médiane. Et alors, d'un autre côté, vous pouvez aussi décider que ça c'est vraiment trop cher et bon, réduire du coût, passer à une machine virtuelle plutôt qu'à un serveur physique dédié. Avec un seul cœur, 2 Go de RAM, 40 Go de disque dur SSD. Là, on en arrive déjà à plus que 60 € par an. Avec un domaine à 7 € toujours, ça ne change pas. Et les certificats, bah, vous pouvez utiliser des certificats Let's Encrypt, ça c'est gratuit. Petite question. Oui. Juste, quel est l'avantage de passer à un certificat payant plutôt qu'un certificat Let's Encrypt? Bah, le truc des certificats Let's Encrypt, c'est que leur but essentiel est l'encryption des données, pas spécialement l'authentification. Normalement, avec des certificats payants, on peut rajouter la couche de vérification de l'identité, en quelque sorte. Ok, merci. Voilà, donc on parlait tout à l'heure de serveurs physiques ou serveurs virtuels, mais serveurs dédiés quand même.
Ce n'est pas strictement nécessaire, c'est-à-dire qu'on peut très bien envisager aussi un hébergement mutualisé, ce qui peut revenir moins cher. Choisir un hébergement mutualisé, ça a ses avantages, dans la mesure où on ne gère pas directement toute une série de problèmes infrastructurels comme la sécurité, la gestion des backups, etc. L'ensemble des connaissances techniques requises pour pouvoir gérer ce type d'hébergement est plus petit, mais il y a tout de même des inconvénients, à savoir qu'il y a la configuration qui est imposée, ce qui va limiter l'espace potentiel, on va dire, des services que l'on peut héberger. Et bon, voilà, un exemple concret, la plupart du temps, quand vous prenez du mutualisé, vous ne bénéficiez que d'un environnement PHP d'exécution, ce qui limite fortement les services que vous pouvez en fait héberger et présenter. Enfin, donc, si même, on va dire, un hébergement mutualisé, ça vous paraît trop compliqué, il existe quand même toujours des solutions SaaS où vous pouvez en fait installer certains services en direct chez un hébergeur. Vous avez totalement la main et le service est préinstallé pour vous. Il faut savoir que ça revient en général un peu plus cher qu'un hébergement mutualisé général. Et le problème, c'est que si vous voulez augmenter la quantité de services à héberger, ben, bon, ça coûte à chaque fois pas mal d'argent en plus. Donc, ce n'est pas nécessairement un très bon choix, mais on en reviendra tout à l'heure. Dans certains cas, ça couvrira peut-être tous vos besoins. Donc ça, j'y reviendrai. Alors, là, on a beaucoup parlé, on va dire, entre guillemets, de la théorie, c'est-à-dire comment effectivement héberger soi-même un service à l'aide de son serveur, dédié ou pas. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Par où est-ce qu'on commence? C'est-à-dire que certains services cloud sont plus compliqués à remplacer que d'autres, une série de raisons. De même que, on va dire, il y a une sensibilité liée à différents services qui n'est pas la même. Je veux dire, ça ne vous fera peut-être pas pleurer de perdre certains de vos MP3 parce que de toute façon, vous avez toujours vos CD sous la main. D'un autre côté, vos photos de famille qui sont uniques, ça vous embêterait fort de les perdre. Un exemple, un exemple parmi d'autres. Donc ça, là, bon, je reviens au slide précédent, désolé. Donc ici, ce que je veux dire par ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse toute faite. Ça dépend de votre sensibilité, ça dépend de ce que vous utilisez déjà. Et donc là, il va falloir faire en quelque sorte sa petite liste de courses, sa petite analyse personnelle pour voir, mais bon, où est-ce que je mets beaucoup d'informations, lesquelles sont les plus critiques, lesquelles sont les moins, lesquelles est-ce que j'ai vraiment plus envie de partager avec Google, par exemple. Okay. Alors, avant de parler des alternatives, il est utile aussi d'avoir le bon état d'esprit, c'est-à-dire que ce qu'on cherche à remplacer, ce sont des fonctionnalités, pas spécialement des services. Okay. Donc, quand on parle, bon, j'aimerais bien ne plus utiliser Google Calendar, il est utile de se souvenir quelle est la fonctionnalité qu'on cherche à remplacer ici. Google Calendar, c'est un agenda partagé, en général, c'est ça l'intérêt. Vous avez votre Dropbox. Qu'est-ce que c'est Dropbox? C'est un système de partage et de synchronisation de fichiers. C'est utile de nommer les services que vous utilisez en termes des fonctionnalités qu'ils proposent. Je dis ça parce que, quelque part, vous arriverez peut-être dans une situation où vous devrez remplacer un service que vous utilisez actuellement par plusieurs autres services alternatifs. Okay. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Donc, ici, quelques exemples, on va dire tarte à la crème, donc je parlais de Google Calendar, agenda partagé, Dropbox, c'est partage et synchronisation de fichiers. Beaucoup connaissent Slack. Là, on est plus dans le domaine de la messagerie instantanée de groupe. On parle souvent de Skype. Là, on est clairement dans le domaine de la visioconférence, ou Zoom, en l'occurrence. Voilà. Vous créez des doodles, en réalité, vous créez des sondages, etc. etc. Je vous propose un exemple de remplacement de différents services par phase. C'est un exemple qui est assez proche en réalité de ce que j'ai dû moi-même réaliser, autant à titre personnel que professionnel. En général, première chose, c'est reprendre le contrôle sur son propre agenda et ses fichiers, surtout. Où vous avez peut-être, enfin tout dépend du domaine dans lequel vous travaillez, mais vous produisez peut-être du contenu confidentiel. C'est utile
de garder ce contenu sur vos propres serveurs. De même, si vous échangez des informations sensibles via votre messagerie instantanée avec votre équipe, par exemple dans le milieu professionnel, c'est utile de sécuriser la messagerie également, visioconférence éventuellement. Et puis un exemple un peu plus simple, genre vous réalisez parfois des sondages où vous demandez à des tiers de remplir des formulaires. Là aussi, il y a moyen de prendre le contrôle. Alors, phase 1, agenda et partage de fichiers. Donc là, beaucoup de gens utilisent leur Google Calendar ou le rappel machin brol. Partage de fichiers. Donc on va remplacer du Google, on va remplacer du Apple, on va remplacer du Dropbox, etc. Et un des outils que je trouve les plus utiles à l'heure actuelle pour tout cela, c'est Nextcloud. Donc vous avez probablement déjà entendu parler. On va dire, c'est l'évolution de ce qui s'appelait OnCloud à l'époque, il y a bien longtemps. En termes de fonctionnalité, on parle ici de partage et de synchronisation de fichiers. Ça, c'est le core business, on va dire, de Nextcloud. Il y a un support tout à fait correct pour des agendas, gestion de contacts, d'email, tout ce qui est groupware. Il y a une application de visioconférence embarquée et en réalité, il y a une sorte de App Store lié à Nextcloud qui vous permet d'installer énormément de choses. Il y a notamment des alternatives à Trello ou des outils de ce genre-là. Très intéressant, très intéressant Nextcloud. D'autant plus qu'en réalité, Nextcloud ne requiert vraiment pas grand-chose. Vous avez juste besoin d'un serveur web forcément pour jouer le rôle de proxy. Vous avez besoin d'un environnement PHP pour exécuter le bazar. Une base de données, c'est assez flexible. Nextcloud, il accepte de travailler avec les grosses bases de données relationnelles. De l'espace de stockage, ça dépend un peu de vos besoins en termes de ce que vous allez enregistrer. Les connaissances techniques requises sont relativement faibles en fait. Je dirais, il y a une documentation qui est très claire, bien écrite et conséquente. La procédure d'installation, je dois dire, c'est plutôt peanuts. Et on a la possibilité de réaliser la maintenance du système de façon intégrée, donc sans nécessairement devoir monter en SSH sur la machine pour faire plein de manipulations compliquées. Tout ça est intégré dans le board d'administration de Nextcloud. Et donc tout à l'heure, je parlais d'hébergement mutualisé qui ne fournit qu'un environnement PHP. Pour héberger un Nextcloud, c'est suffisant. Donc si vos besoins, c'est uniquement ce qui est couvert par les applications Nextcloud, voilà, à la limite, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Okay. Alors, deuxième phase, messagerie instantanée. En entreprise, on utilise souvent des Slack, HipChat et autres pour tout ce qui est collaboration entre développeurs ou équipes plus générales, on va dire. Alors, il y a un outil très bien fait qui s'appelle Mattermost, qui, en gros, se veut être une sorte de clone libre et open source de Slack, en fait. Si vous utilisez Slack et que vous tombez dans Mattermost, vous ne serez pas dépaysé. Alors là, de nouveau, il faut un serveur web, il faut une base de données, un minimum d'espace de stockage. Ici, ce n'est plus du PHP, je ne sais plus exactement en quoi Mattermost est écrit, mais là, clairement, vous avez besoin des droits de l'administration sur la machine pour réaliser l'installation. Donc, plus moyen de faire quoi que ce soit sur un mutualisé. Ici, il faut plus de contrôle sur la machine. Il faut donc des connaissances techniques raisonnables quand même, c'est-à-dire que là, la documentation a beau être claire et conséquente, il y a quand même un peu plus de travail. Et les mises à jour, la maintenance globale du système se fait manuellement. Il n'y a pas de package. Il n'y a pas de package Debian disponible, si je me souviens bien. C'est un TarGZ. Bon, c'est relativement simple, mais il n'empêche, il faut quand même faire tout ça à la main. Troisième phase, tout ce qui est visioconférence, c'est-à-dire qu'ici, on utilise encore souvent Skype. Aujourd'hui, nous utilisons Zoom, on utilise des Google Meet et des machins comme ça. Il y a une alternative super intéressante qui s'appelle Jitsi, qui est un outil de visioconférence web. Jitsi requiert, comme toujours, un proxy web, pas de base de données, parce qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas de notion de compte client et des choses comme ça. Pas vraiment d'espace de stockage non plus. C'est du real-time, donc le serveur se contente de
rediriger et éventuellement de multiplexer des flux de données. Ici, on arrive à un autre niveau de complexité pour installer ce genre de système parce que ce n'est plus un module unique, il y a plusieurs modules séparés à installer. Alors, il y a des packages Debian qui sont fournis, mais il y a une bonne documentation. Mais on fait vite une erreur, en gros, et c'est pas vraiment simple. C'est pas vraiment simple ni à installer ni à maintenir. Mais bon, c'est pas impossible non plus. Les packages sont là. A priori, faire un apt upgrade régulièrement fait en sorte que tout fonctionne comme attendu. Alors, dernier petit exemple de fonctionnalité cloud à Juste une ajouter. question. Oui, oui. Donc, Jitsi, vous l'utilisez, vous, au boulot, en fait. Alors, Jitsi, on l'utilise au boulot, oui. Oui, tout à fait. Et donc, toi, tu dois faire la maintenance d'un Jitsi. C'est toi qui t'occupes de la maintenance du Jitsi, en fait, Alors au non, le boulot? Jitsi, ça j'ai délégué. Oui. Ça, j'ai quelqu'un qui l'a fait pour moi. De même que Mattermost. Enfin, bon, Mattermost, au départ, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour moi et puis j'ai dû reprendre la maintenance opérationnelle moi-même. Jitsi, pareil. Jitsi, pareil, en fait. Ok. Oui, donc en pratique, tu dois quand même le gérer. Donc, tu te rends compte à quel point c'est complexe ou pas, on va dire. Voilà, ici, alors le niveau de connaissance technique à avoir, bon, ça c'est un peu subjectif, je dirais, mais par contre, la complexité, enfin, je veux dire, c'est moi qui l'ai rencontré, donc je vois. Oui. J'ai une question d'un Jean-Michel. Alors, du coup, je n'ai pas le nom de famille, mais Jean-Michel qui dit j'ai eu des problèmes régulièrement avec certains browsers. Souvent, il fallait switcher sur Chrome. Est-ce que tu as rencontré ce genre de difficultés Alors, aussi? en général ou pour Jitsi en Pour particulier? Jitsi, pour Jitsi. Pour Jitsi. Moi, je n'ai personnellement pas rencontré le problème. J'ai toujours utilisé Firefox. Ce que j'ai cru par contre déceler, c'est quand il y a une homogénéité des navigateurs. C'est-à-dire que si tout le monde utilise le même, par exemple, il y a moins de problèmes que s'il y en a l'un ou l'autre, un qui utilise Edge, l'autre qui utilise Chrome, le dernier qui utilise Firefox, et puis le petit dernier qui utilise une version pas à jour d'un navigateur lambda. Voilà, mais honnêtement, c'est resté à l'état d'hypothèse. Je n'ai pas pu vérifier cela à coup sûr. Ouais. Il y a une autre intervention de JHC qui dit les rares fois avec Jitsi, idem, problème d'affichage sous Linux. Ah ouais. Toi, tu es sous Linux et. Oui, je suis sous Linux, Ubuntu, et honnêtement, je n'ai que très rarement des problèmes. Maintenant, ça restait toujours des réunions relativement limitées en nombre, hein. On parle ici de 4-5 participants, d'accord? Oui, 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 oui. C'était des relativement petites réunions. Alors, j'ai une question ici, c'est Big Blue Button. Ça te dit quelque chose, ça? Parce que j'ai Oui, juste oui, ça. Ok. oui, oui. Ouais. Comme meilleure alternative, je confirme. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est manifestement voilà, une alternative à Jitsi dont je n'ai jamais entendu parler. Toi, tu as déjà entendu parler. J'avais entendu, je ne l'ai jamais utilisé pour être tout à fait honnête. Ok. Voilà, Ok, ben, c'est toujours intéressant effectivement d'avoir ce genre de retour. tout à fait. Tout à fait. Alors, en ce qui me concerne, le problème de JC était du noise cancellation, besoin de recourir au muting. Ah oui, c'est ça. Donc, il y avait un retour, un feedback à un moment, j'imagine, Ah oui. du micro. Bon, oui. Alors, Jitsi, il faut voir aussi comment il est configuré. C'est-à-dire qu'il y a voilà, comment dire, on peut installer ou pas le concentrateur de flux. Je vais l'appeler comme ça. Il y a un composant en réalité qui consomme tous les flux, qui les multiplexe et puis qui les renvoie. Et sans ça, il y a toute une série de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles. Euh, D'accord, voilà, ok. mais honnêtement, je n'ai jamais essayé ça, donc je ne saurais pas dire ce que ça donne. J'ai par contre utilisé la solution de visioconférence de Nextcloud sans le concentrateur de flux, et là, c'est carrément quasi inutilisable. D'accord, ok. Ouais. Dans mon cas particulier, en tout cas, mais ça a peut-être bien évolué entre-temps. Je dois avouer, je n'ai pas réessayé récemment. Voilà. Ok, ça va. Merci. Alors, donc, dernière petite phase, bah voilà, des petits sondages, hein. Vous voulez organiser l'anniversaire de vos enfants, plutôt que d'envoyer un doodle à tout le monde, bah, pourquoi pas le faire avec votre instance Nextcloud fraîchement installée.
Donc Nextcloud, comme je le disais tout à l'heure, il y a un App Store intégré qui est assez bien fourni, qui propose une série d'applications, dont une application qui permet de créer des sondages, une autre pour des formulaires. Et tout ça se fait sans avoir à installer quoi que ce soit manuellement, pas via en tout cas des installations de paquets ou des choses de ce genre-là. Vous faites tout à l'intérieur de Nextcloud, ce qui facilite quand même grandement les choses. J'ai de Voilà. nouveau une question. C'est Mhm. concernant les performances de Nextcloud. Alors, tout au début, enfin, quand on met Nextcloud comme ça sans rien faire, c'est relativement lent forcément, vu que bon, ça reste du PHP, il ne faut pas trop espérer. Par contre, ils ont un système qui est assez bien pensé, où en gros, quand on va consulter la configuration dans le dashboard d'administration de Nextcloud, il fait toute une série de suggestions, d'améliorations en fait, enfin des améliorations soit de sécurité, c'est-à-dire qu'il détecte lui-même des failles potentielles de sécurité de la configuration du serveur, et des suggestions pour augmenter la performance. J'ai installé pour des tiers, on va dire, des Nextcloud en activant tous les outils de cache en gérant correctement, on va dire, la consommation de mémoire des process PHP, etc. On en arrive à des performances qui sont tout à fait acceptables. Moi, je n'ai pas encore atteint les limites. Dans mes connaissances, je ne connais encore personne qui a atteint les limites de fonctionnement d'un serveur Nextcloud bien configuré. Ok. Juste pour rajouter à ça, moi je le fais tourner sur mon NAS. C'est un Synology, ok, peut-être pas le plus petit des Synology, mais donc c'est pas une bête de course. Et pour synchroniser les contacts Google, des contacts et de l'agenda, ça marche en problème. Évidemment, c'est pas hyper lourd. Bon, le souci, c'est plus pour moi un problème de synchroniser mon Mac, mes contacts Mac, figure-toi. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Ah oui, ouais. Ben, on va y arriver parce que là, ici, on a bien navigué server-side, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Il n'y a pas que ça. Donc, voilà. Vous parlez un minimum aussi, parce que là, on a parlé de services cloud divers et variés, les emails et les réseaux sociaux. Alors ça, c'est tout un sujet. Euh, alors, je me trompe peut-être, je suis peut-être vieux jeu, mais le remplacement des services mails, c'est quelque chose qui est un peu plus critique. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment l'habitude à l'heure actuelle d'envoyer un mail à quelqu'un et puis de recevoir en réponse un message qui dit attention, le serveur mail de l'autre côté est saturé, ou bien la boîte mail est saturée, ou des choses comme ça. De même que perdre des emails, entre-temps, ça peut être très 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 fâcheux dans la mesure où les emails ont quand même, entre-temps, représentent une réalité légale, quoi. D'autre part, il y a toute la problématique du spam. C'est pas quelque chose de super simple à gérer. On peut très vite se retrouver par erreur avec son propre domaine complètement blacklisté par des providers mail de grande ampleur. J'ai eu une expérience un peu malheureuse du genre où, dans une des boîtes dans laquelle j'ai travaillé, euh, on avait sous-estimé ce problème et on s'est retrouvé avec tous nos emails professionnels bloqués entièrement par tout le système Office 365. Donc, plus moyen d'envoyer des messages à quelqu'un sans passer dans le spam. Bon, donc là où je veux en venir, c'est que vous pouvez effectivement vous-même installer votre service mail, votre serveur mail, configurer tout ce qu'il faut, soyez extrêmement prudent et attendez-vous à avoir pas mal de travail quand même. À la limite, c'est le genre de service que je n'installerai pas moi-même. Mais ça, bon, voilà, très subjectif. On peut ne pas être d'accord, évidemment. Par contre, on n'est pas obligé non plus de donner le contenu de tous ces emails aux géants du web. C'est-à-dire qu'en général, si vous avez acheté un nom de domaine, vous avez des services mail qui sont attenants. N'hésitez pas à les utiliser. Ça marche en général pas trop mal. Hein. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est vrai que les sites, on peut parfois être comment dire, rebuté par les webmails qui sont fournis par les hébergeurs qui ne sont pas toujours très sexy. Cela étant dit, Nextcloud fournit un client mail qui est très bien foutu. Enfin, moi, je l'ai utilisé quelques fois, je le trouvais plutôt ergonomique et sympa.
Et n'oublions pas la puissance d'un client mail. C'est vrai on a pris l'habitude de tout faire via son navigateur. Pourquoi ne pas revenir à le simple client mail? Moi, personnellement, j'ai toujours bien aimé utiliser mon client mail pour relever mes mails. Le navigateur, c'est pour surfer. Donc, voilà, c'est mon avis personnel. Les réseaux sociaux, autre sujet à part entière. Il existe en réalité des réseaux sociaux qu'on appelle fédérés, qui sont auto-hébergeables, où on peut créer ses propres îlots, on va dire en quelque sorte. Des exemples, il y a Diaspora, par exemple, Mastodon, pour ceux qui connaissent. Alors là, vous installez votre propre service et il y a des possibilités, comment dire, d'interagir entre les différents nœuds. Sympa. Dans l'absolu, je trouve l'idée intéressante. Le problème, c'est que en général, vous avez des amis qui sont des amis ou des connaissances avec lesquels vous êtes connectés sur vos réseaux sociaux et je veux dire, vous ne les faites pas changer facilement de réseau social, c'est ça que je veux dire. Vous avez peut-être, vous, la volonté de bouger, mais eux, pas nécessairement. Et vous n'avez pas nécessairement envie de les abandonner, entre guillemets. Donc, il y a une autre approche et tout dépend de ce qui vous gêne dans les réseaux sociaux. Par exemple, si la problématique, c'est garder comment dire, une forme de propriété sur le contenu que vous publiez, rien ne vous empêche de repasser dans un mode de fonctionnement avec un blog que vous auto-hébergez. Donc, vous installez votre propre WordPress sur votre serveur. Et la seule chose que vous partagez via vos réseaux sociaux, c'est un lien vers l'article que vous avez publié. De cette manière-là, vous gardez de manière plus fine, en tout cas, le contrôle sur le contenu et vous restez présent sur les réseaux sociaux sans nécessairement partager absolument toutes les informations sur lesquelles vous voudriez garder du contrôle. Voilà. Et tiens, il fonctionne de quelle manière? Parce que du coup, si on dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit, mais du coup, ça veut dire que c'est payant ici ou De quoi tu parles? les réseaux sociaux, Les diasporas et Mastodon, Diaspora, c'est ça? Mastodon, ouais. Pas nécessairement. Enfin, il y a différents modèles. C'est-à-dire que tu peux t'inscrire comment dire, sur un service existant. Alors, en général, là, c'est plus des services qui fonctionnent par des dons, quoi, hein, c'est des fondations, un peu comme Framasoft, quoi. En gros, Oui. tu peux faire un don, c'est libre, tu fais ce que tu veux. L'autre possibilité, c'est que tu installes toi-même ton système. Hein, Ah oui, oui, oui. donc, c'est Mais du coup, auto-hébergé. À ce moment-là, tu installes ton propre nœud que tu dois du coup insérer quelque part insérer dans la fédération. Mais voilà, à ce moment-là, finalement, tu payes entre guillemets en fournissant des ressources. d'accord. Ah oui, ok, je vois, je vois. Mais donc, tu fais quand même partie du même réseau. Tu n'as pas installé ton propre Facebook pour toi et tes amis. Tu fais quand même partie la diaspora. Tu fais partie un nœud parmi les autres, et donc tu as la Voilà, possibilité exactement. de lier les contacts avec d'autres. Ok. Exactement, exactement, c'est ça. Je n'ai pas beaucoup joué avec ça, je dois dire. Oui. Mais bon, c'est une approche intéressante. Et je trouvais utile de la mentionner. Mhm. Voilà. Alors, tout ceci, ça se passait côté serveur. Ne pas oublier que, et tu le mentionnais tout à l'heure, Jérémy, effectivement, c'est beau et bien de se libérer côté serveur, mais encore faut-il que ça suive côté client. Donc sur nos ordinateurs, nos téléphones, nos tablettes, etc. Bon, c'est pas nouveau, nos géants de la technologie ont tendance à imposer, exprès ou pas, on peut peut-être leur laisser le bénéfice du doute, mais bon, à imposer leur technologie. Donc on a le plus vieil exemple, Microsoft avec son Windows, sa suite Office, son navigateur Internet Explorer. On a Apple avec son macOS X, son navigateur Safari. Google avec Android et les services Google, ainsi que Chrome. D'accord. Donc tout ça, ce sont des technologies qui sont bien implantées grâce finalement à la masse critique que représente leur concepteur, quelque part. Et là, il faut bien faire attention. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où il y a des entreprises qui ont pris tellement de place, on va dire, sur le marché, qu'elles imposent finalement ce que j'appelle de faux standards, des standards de facto. On se retrouve avec des gens qui, ouais, ben, t'as qu'à m'envoyer un fichier standard, envoie-moi un doc. Ben, non, je ne suis pas d'accord. Un doc, ce n'est pas standard. Ça n'a jamais été, ça ne le sera jamais. Pourtant, pour énormément de gens,
des fichiers docs, c'est le machin que n'importe qui va pouvoir ouvrir et lire. Okay. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres formats de fichiers qui sont un peu qui ont un peu le même jeu, et en fait, on constate à l'heure actuelle le même genre de problème avec Chrome. Ouais, mais avec Chrome, ça marche. Bah oui, mais Chrome n'est pas nécessairement un navigateur qui respecte les standards du web. Chrome a une approche où il fait en sorte que les choses fonctionnent le mieux pour lui. Bon voilà, c'est une manière comme une autre d'approcher la technologie. Personnellement, je crois beaucoup plus en des vrais standards et une implémentation correcte de ceux-ci que d'avoir l'une ou l'autre grosse société qui vient imposer ses propres choix. Mais là où je voulais réellement en venir, c'est plutôt que parfois, pour pouvoir bénéficier des services alternatifs que l'on installe sur son serveur, il faut modifier sa pile logicielle côté client. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça implique? Là, de nouveau, on peut essayer de cibler plutôt les fonctionnalités plutôt que les logiciels. Donc, on va parler en termes de système d'exploitation, en termes de navigateur, de client email, etc., etc. Donc, vous allez remplacer votre Windows, votre Mac OS X, votre Android par autre chose, ou pas, c'est un choix, hein. On n'est pas obligé. Vous allez remplacer votre navigateur par une version plus standard, etc., etc. Quelques noms qui me seront venus là, bon, je n'ai évidemment pas essayé d'être exhaustif parce que ce n'est pas possible, c'est pas très possible dans une petite présentation comme celle-ci. Mais en termes de système d'exploitation, j'aime bien toujours citer Ubuntu qui reste quand même une des distributions Linux les plus accessibles à mes yeux. Vous parlez d'un projet intéressant qui s'appelle /e/, qui est en fait c'est une fondation qui a produit une version déoublisée d'Android. Donc on se retrouve avec un Android qui fonctionne sur son téléphone mais sans les services Google. Et ils complémentent ça avec des sortes de services Google-like, potentiellement payants en fonction des besoins, mais qui sont respectueux de la vie privée. Et ça veut dire que tu n'accèdes pas au Play Store, ça veut dire que la plupart des applications, enfin, tu dois utiliser F-Droid pour installer des applications, quoi, en Alors, fait, en F-Droid, pratique. ou bien, si tu as vraiment besoin d'une application du store, il y a d'autres, bon, il y a des choses comme Aurora Store, si ça te dit quelque chose, Oui. qui permettent d'installer des applications venant du Google Store sans nécessairement avoir à installer toute la stack Google, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire il y a quand même, mais ça ne marche pas à tous les coups en fait, si j'ai bien compris. Je veux dire, certaines applications ne fonctionneront quand même pas dans ce système-là. Alors oui, Donc j'ai déjà eu c'est un enfin je veux dire, c'est en termes d'implication, je veux dire, quand on se décide de passer son téléphone sous un autre système d'opération, c'est quand même assez rock'n'roll, quoi. Je veux dire, oui, il faut oui, tout vraiment à le fait. vouloir, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors pour te parler de mon expérience personnelle, donc j'ai un Fairphone sur lequel j'ai fini par installer le système d'exploitation Google Free que eux proposent. C'est vrai que ça a été la croix et la bannière au début, hein. Il m'a fallu pas mal de temps pour arriver à quelque chose qui fonctionne, plus ou moins. Euh, les applications de smart banking, par exemple, refusaient de fonctionner dessus au Ouch. début. Entre-temps, ça a évolué, je ne sais pas pourquoi, mais au début, ça n'était pas le cas. Un autre exemple récent, c'est que, par exemple, le Corona Alert ne fonctionne pas dessus. Bah oui. Parce que les API requises ne sont pas disponibles. Ouais, ouais, ouais. Pas bon. Mais effectivement, ce n'est autant remplacer son système d'exploitation sur son ordinateur. Bon, voilà, si on est un peu aventureux, ça peut arriver sans injecter trop d'énergie, on peut avoir quelque chose de sympa. Autant avec un téléphone, il faut être très très prudent et bien peser le pour et le contre. Ça ne se fait pas comme ça, effectivement. Mhm. Euh, voilà, donc pour ce système d'exploitation, navigateur, bon, ben, voilà, j'aime bien revenir régulièrement sur Firefox, même si entre-temps, ça s'effrite un peu du côté de la fondation. C'est plus très clair de savoir comment ça va fonctionner à l'avenir. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. En termes de client mail, bah, l'éternel Thunderbird. Évolution, si vous êtes sous Linux, ça marche bien aussi, etc. etc. On peut parler des suites Office avec LibreOffice, etc. Mais bon, voilà. Les alternatives sont nombreuses. Euh,
Il suffit de se pencher. Voilà. En Ce qui commentaire, peut... j'ai Nokia Allez. 3310 rules. C'est pas faux. C'est une façon de voir les choses. Voilà. Voilà, je pense. J'ai essayé de ne pas rentrer trop dans le détail parce que j'imagine qu'il y aura des questions, des commentaires. Donc voilà, la parole est à vous. Alors, j'ai une question ici. J'ai l'impression qu'il y a très peu d'assos. Maintenant, tu peux peut-être aussi ouvrir, comme tu n'es plus en train de présenter, ouvrir le chat. Oui. Et éventuellement, je pourrais tenter d'ouvrir les micros, en fait, de laisser les micros potentiellement ouverts. Et à ce moment-là, juste compter sur la discipline de chacun pour allumer son micro uniquement pour prendre la parole. Je vais essayer ça, si ça te va. Donc, tu lis la dernière question. J'ai l'impression qu'il y a très Oui, peu donc j'ai la d'assos en question par Belgique. rapport. Oui, effectivement, j'ai la même impression. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, je vois beaucoup de choses du côté français, mais assez peu du côté belge. Ben voilà, Sébastien a partagé quelque chose. J'ai laissé la possibilité maintenant de réactiver chacun son micro. Donc, si quelqu'un veut poser une question en direct, il y a moyen de la poser en direct. Ce sera plus facile pour la gestion et éventuellement pour avoir un échange aussi. Ouais, voilà. Je viens d'ouvrir le lien de Sébastien, donc Association belge de promotion du logiciel libre. C'est vrai que c'est typiquement le genre de choses. Euh, voilà, c'est vrai que quelque part la problématique du logiciel libre, la reprise de contrôle, la vie privée, tout ça sont intimement liés, hein, quelque part. Ça c'est clair. Sinon, il y a d'autres initiatives, pas forcément pour défendre le logiciel libre, mais pour défendre le libre accès aux données, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien qui est Renaud Oyou. Enfin, la plupart d'entre vous voient bien qui c'est. Il est quand même venu présenter quelques fois au Gig Anonyme. Et il est dans une association qui vise à mettre les jugements en public. Il faut savoir que les jurisprudences, en fait, pour le moment, sont collectées. Donc, elles ne sont accessibles que quand on est présent au tribunal. Et donc, elles sont collectées par des grands bureaux, en fait, qui en font une compilation, qui mettent de manière payante disponible aux autres. En fait, donc la jurisprudence n'est accessible que de manière payante. Or, ça devrait être quelque chose de public. Et donc, il y a voilà, il y a des gens qui essayent de remettre ça en public. C'est pas tout à fait, c'est pas l'open source, mais c'est de libre accès aux données qui devrait être public. Juste pour partager cette initiative. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Sébastien, n'hésite pas à prendre la parole hein, si tu veux à un moment dire quelque chose. Comme normalement, vous avez la possibilité de réactiver votre micro maintenant. Alors, sinon, moi j'ai une question en attendant. Ouais. Est-ce que alors c'est un petit peu anecdotique, c'est simplement savoir si tu connais un logiciel qui permet de gérer ses contacts sous mail, autre que l'application contact standard de mail, quoi. Euh, Sous Mac tu n'utilises pas Mac en fait, en vrai. ben non. Voilà. Ben Ouais, non. bon, voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé des stacks logiciels, mais il y a le stack hardware aussi. Et moi, personnellement, Apple est banni de ma maison. Hein, donc, Ouais, ouais. bon, voilà. Mais cela étant dit, ben, bon, Thunderbird a inclus son gestionnaire de contact, quelque part. Il y a une version disponible pour Mac OS X. Oui, c'est vrai, je devrais peut-être essayer de le faire via Thunderbird en fait. Il faut qu'il puisse synchroniser avec mon mail. Enfin bon, soit. Ok. C'est un autre problème. Oui, je vois. Je vois. C'est vrai que, par exemple, pour mon téléphone Android, au début, je n'étais pas encore sur une version c'était pas encore sur une version, comment dire, dégooglisée. Et donc, pour faire mes premières synchronisations de contact avec mon téléphone, j'ai dû un peu batailler parce qu'en gros, la seule possibilité que j'avais, c'était d'installer. Il fallait que j'installe un logiciel qui n'était disponible que sous Android. Des choses comme ça, quoi. Ça peut arriver. Attends, hein. Donc il y a manifestement quelqu'un qui essayait de prendre la parole. Attends, Oui. hein. Voilà, apparemment ça fonctionne. Voilà.
Enfin, c'était concernant. Bonjour et merci tout d'abord. C'était concernant la pile logicielle. Euh, Parce qu'ici, bon, je suis en fac d'archi et j'ai plutôt l'habitude d'utiliser des piles vraiment sur du Barstone, enfin Barbone. Donc, on fait vraiment toute la pile, c'est-à-dire on met un hyperviseur, on fait une machine virtuelle et puis on va jusqu'à Docker, c'est-à-dire que et d'expérience finalement en termes de redondance, de maintenance, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on a quand même la souplesse et même avec des produits libres, c'est-à-dire qu'ici avec du Xen, etc., ça marche pas mal. Donc je sais que c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre au départ. Mais une fois que ça fonctionne, je pense que même pour du développement, ça donne une souplesse, ne serait-ce que voilà, pour tester des applications avec des conteneurs. Voire des conteneurs sont déjà publiés sur le hub de Docker, donc ça marche pas mal. Maintenant, c'est Docker. Donc, Oui, bien sûr, mais non, bon, à la limite, l'outil qu'on utilise pour héberger ses propres services, ça quelque part. Moi, j'ai voulu rester le plus général possible, on va dire. Personnellement, je veux dire, je suis suffisamment habitué à installer des APT et ah oui, oui. les fichiers de config, ça me convient parfaitement, mais c'est vrai que si on a l'habitude de Docker, autant l'installer et l'utiliser, why not? En termes de redondance, je pensais plus en fait à une redondance physique. Ok, ouais, ça va. Et donc ici, de ce que je comprends, ici c'est parce qu'on héberge nos propres serveurs physiques également. Oui. Ici, l'approche, elle est aussi par de la location, je vais dire, d'hébergement, même style OVH ou des plateformes comme ça, quoi. Voilà, exactement. Bon, parce que enfin, si on, comment dire, il y a ici c'est vrai que j'aurais peut-être dû le préciser au départ, mais finalement, le public cible ici, c'est Monsieur Tout le Monde, quoi, ou une Ouais. petite entreprise qui voudrait reprendre le contrôle, mais sans nécessairement devoir construire un bunker dans sa case, quoi. Ah oui, non, c'est parce que je pensais, j'ai entendu Jérémy parler de Synology. Pour moi, il y a aussi l'hébergement personnel. Bon, ça coûte peut-être à un moment donné, si on n'utilise pas du DNS, utiliser une adresse IP fixe, mais se Ouais. dire, j'héberge moi-même mes données sur un Tout petit à fait. serveur Synology et Monsieur Tout le Monde, notamment avec OnCloud, enfin Nextcloud, Ouais. permet de synchroniser ses contacts même quand il est à l'extérieur de chez lui. Mhm. Donc, moi, je pense aussi à Monsieur Tout le Monde dans ce sens-là, Oui, oui, où tout à il est fait. vraiment en possession et de la structure physique et de ses données, quoi. Alors ça, c'est le nec plus ultra, on va dire ceci, parce que à ce moment-là, je parlais tout à l'heure comment dire, de prise de conscience de son impact. Voilà. Il payera l'électricité aussi Exactement. On paye l'électricité de son et propre ses disques serveur. durs. Il n'y a plus rien de caché. Oui, oui, je Voilà, suis tout très à fait clairement. sur la même longueur d'onde, hein. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Mais Merci. oui, merci. C'est effectivement, enfin, je ne suis pas allé jusque-là dans la présentation, mais clairement, c'est ce que j'avais. Enfin, pour être tout à fait honnête, je l'avais envisagé à une époque. Mais bon, je veux dire, je m'étais rendu compte que c'était peut-être un peu overkill par rapport à ce que Bah je oui, faisais. oui. Parce que moi, voilà, je l'envisage même personnellement, moi, de trouver des solutions à faible coût, ne serait-ce que même un petit Raspberry qui va aller réveiller le Ouais, voilà. Synology et des trucs pareils, pour limiter la consommation. Enfin voilà, ce Tout genre de à fait, solution un d'autant plus peu. que chez Synology, j'ai vu récemment, ils ont des petites stations qui consomment presque plus rien en fait. Enfin, Bah bon, oui, probablement plus qu'un Raspberry, hein, mais c'était de l'ordre de 9 watts, je crois, un truc comme ça, ah donc c'est oui, vraiment pas grand-chose. pas mal. Voilà. Super. Merci. Merci. Hein. Je vois qu'il y avait deux personnes qui souhaitaient parler. Il y a Jean-Henri, je pense, qui souhaitait parler, et alors j'ai un Mi, mais le problème c'est qu'avec les noms, ah oui voilà, il y a Mi qui se réveille, qui dit moi, donc qui est Mi, qu'il parle ou qu'il se taise à jamais. Bon, il faut que je réactive le micro ou pas? Yves. Oui, salut, c'est Yves. Yves Wesh de l'UDIMED, de faculté de médecine. Ah voilà. Je me cache, j'aime mon anonymat. Je voulais juste revenir sur la partie standard de facto et ces sociétés qui imposent évidemment leurs standards. Je suis évidemment parfaitement d'accord. J'ai d'ailleurs moi-même depuis 20 ans essayé de promouvoir le logiciel libre
un peu partout, d'abord à HEC et ensuite à l'université, mais on est quand même confronté au plus gros standard de fait mondial qui est Microsoft Office. Et on tourne en boucle à cause de cette suite qui n'est pas mauvaise en soi, hein, mais qui impose évidemment aux gens de l'utiliser parce qu'ils s'échangent exclusivement des documents dans ce format, en tout cas pour une très grosse partie de la population utilisateur informatique. Mais c'est vrai que le logiciel libre, je préfère dire logiciel libre plutôt que open source, hein, pour des raisons évidentes. Le logiciel libre s'est imposé quand même dans le monde scientifique, ça impose de plus en plus dans le monde scientifique depuis quelques années aussi. Fait tourner les 500 ordinateurs les plus puissants dans le monde, et donc plus personne ne va venir dire que ce n'est pas bon, mais il n'y a rien à faire, on est quand même bloqué au niveau du desktop. Parce que tout le monde doit utiliser Office, parce que c'est le standard d'échange de documents. Il y a eu des tentatives de libération en Allemagne. Il y a eu aussi la justice qui a essayé, le ministère de la Justice qui a essayé d'utiliser aussi Linux à un moment, mais ça foirait uniquement parce que les documents s'échangent avec ce standard qui est devenu un standard de fait. Ouais. Et surtout aussi parce que je pense, c'est fait comme ça depuis les tout débuts de Windows, évidemment, le WYSIWYG a tellement changé l'esprit des gens qu'on se focalise plus sur la présentation des documents que sur le contenu des documents, sur la forme plutôt que sur le fond. Et donc, quand le fond est intéressant, si on n'arrive pas à comprendre la forme, eh ben, on n'arrive pas à comprendre le fond. C'est complètement ridicule. Mais effectivement, c'est un système qui entraîne rien que ce petit début d'emprisonnement dans un format propriétaire entraîne des comportements comme ça qui vont très loin. Microsoft a essayé de bloquer aussi, je ne suis pas gêné de le dire, de bloquer Internet en ayant à un moment imposé son navigateur partout. Heureusement, on en est sorti. Donc, je pense qu'on peut en sortir de cette logique-là. Personnellement, je développe plus que dans des technologies web depuis maintenant une dizaine d'années parce que des clients lourds, il faut vraiment que ce soit très spécifique, mais il faut qu'on pousse ça. Il faut aussi peut-être qu'on change de manière de penser nos échanges de documents et arrêter de se focaliser sur la forme et un petit peu plus sur le fond. Et il n'y a que comme ça qu'on en sortira. Et je suis intimement convaincu depuis très longtemps que Office est la killer application du monde moderne de Microsoft, et que le jour où les gens se désintéresseront de Microsoft Office, ils passeront de moins en moins de temps avec Windows et auront un petit peu plus la possibilité d'utiliser autre chose que Windows, qui n'est jamais qu'un système d'exploitation, mais qui est quand même présent sur 95% des ordinateurs. Donc c'est un serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux dont on n'arrive pas à sortir parce que les gens s'échangent principalement des documents dont la forme est cadenassée par Microsoft. Donc c'est vraiment... moi, ça fait pas mal d'années que je travaille qu'avec LibreOffice et OpenOffice, et bon, j'arrive à ouvrir des documents, la présentation est dégueulasse, mais j'arrive à lire l'intérieur quand même. Mais voilà, à mon avis, je crois que tout dépend de Microsoft Office, et de là, on pourra, le jour où on arrivera à moins être dépendant de Microsoft Office, je pense que les grosses boîtes comme ça vont perdre aussi un petit peu de leur importance. Mais voilà, c'était juste une parenthèse sur la partie standard de fait de cette présentation qui était très bien faite, et et je remercie d'ailleurs l'auteur. Oui. Avec Ok. plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a eu quand même un ou deux commentaires aussi. Il y avait Jean-Michel qui parlait de devoir utiliser les Google Forms. Alors, juste, je vous préviens, c'est toujours enregistré en fait, hein. Cette partie-ci sera encore disponible sur YouTube en fait, hein. C'est juste pour, juste pour que tout le monde soit bien au courant, parce qu'ici on vient avec des interventions personnelles. Donc simplement savoir que ici, je mets la vidéo ensuite en ligne sur YouTube. Donc, Jean-Michel, est-ce que tu voulais intervenir? Non, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, souhaite intervenir? Attends. Ah, Romuald, tu souhaites intervenir?
Voilà. Oui, voilà. Enfin, c'est pas pour réagir à la réflexion de d'Yves qui en effet, Microsoft Office est partout ici, en effet, dans les facs, etc. C'est uniquement, et ça pose pas mal de problèmes. Mais je pense qu'en plus, avec enfin, pas l'isolement, mais en tout cas le télétravail, il y a eu une demande renforcée en plus pour avoir des documents partagés en ligne, c'est-à-dire finalement les documents ont été mis avec Microsoft Teams et compagnie sur le cloud pour pouvoir justement les modifier à plusieurs. Et là, en termes d'alternatives libres, ça devient compliqué, c'est-à-dire avoir un éditeur collaboratif de texte, de tableurs, enfin de feuilles de calcul, etc., ça devient très compliqué. Pour m'y être un peu intéressé, c'est compliqué. Google, ben oui, Google Sheet, Google, enfin, en gros l'éditeur de texte Google, etc., c'est efficace. C'est-à-dire que les utilisateurs, en effet, trouvent des outils efficaces et il y a peu d'alternatives en face pour l'instant en termes d'outils collaboratifs. Moi, le seul que je connaisse, enfin non, c'est pas que je connaisse, les seules alternatives que je connais, c'est finalement faire des synchronisations soit avec Git, soit un SVN et du LaTeX, quoi. C'est-à-dire faire de la synchronisation plein texte, avoir des éditeurs en temps réel pratiquement et WYSIWYG, ben, en libre, je ne connais pas. Donc Ben, là, on est un peu. Et les utilisateurs s'y sont engouffrés, c'est-à-dire que de fait, ils les utilisent. Donc c'est très ouais. difficile en effet, et ça va être très difficile de faire marche arrière là-dessus parce qu'en face, il y a peu d'alternatives, aussi efficaces en tout cas. Ben, deux choses à ce niveau-là. Euh, bon, c'est vrai que si c'est de la collaboration en temps réel, genre ce qu'on fait dans un Google Doc ou des machins comme ça, où on voit toutes les petites couleurs, les petits animaux, tout ça, bon, ça, effectivement, il n'y a pas énormément d'alternatives. Je sais que Nextcloud a beaucoup travaillé sur le sujet au début du confinement, parce que ça faisait partie de leur offre, mais ils n'avaient pas beaucoup, je veux dire, investi de ce côté, si ce n'est que du coup, avec le confinement qui arrivait, il y avait un besoin qui augmentait. Et donc, ils ont beaucoup avancé de ce côté-là. Leur version Nextcloud 19, si je me souviens bien, a vraiment beaucoup insisté sur, je veux dire, justement, cette fonctionnalité-là, à améliorer le support. Et j'ai vu beaucoup de commentaires positifs à ce sujet. Pour être honnête, je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas installé parce que ça ne fait pas partie de mes besoins. D'accord, mais j'ai vu beaucoup de positifs passer, donc ça, c'est une chose, ça vaudrait peut-être la peine d'aller voir. D'une part. D'autre part, bon, il y a travail collaboratif et travail collaboratif. Je veux dire, si on n'a pas besoin du temps réel strict et que le seul but, c'est de co-construire un document, mais en tour par tour, on va dire ça comme ça, un simple wiki fait l'office, enfin, fait l'affaire, quoi. Je veux dire, alors, je dis simple wiki, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on peut installer un wiki de base, mais le problème des wikis de base, c'est qu'il n'y a pas d'access control, ou bien alors c'est un peu du bricolage, ça ne marche pas super bien. Ou bien on peut aussi installer une usine à gaz, entre guillemets. Enfin, moi, j'ai installé un GitLab chez moi parce que j'en ai besoin pour mon propre travail. Ils ont un éditeur de wiki qui marche pas mal. Ça permet une forme de travail collaboratif et de contrôle d'accès, etc., etc. Donc, enfin, c'est comme toujours, il faut aller à la rencontre, on va dire, des utilisateurs et voir ce dont ils ont réellement besoin. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Juste pour info, nous on utilise Confluence de chez Atlassian, qui est en gros un wiki et qui gère assez bien le travail en partagé sur des documents. C'est-à-dire qu'il signale, il a un versionning, et donc il peut te dire quelqu'un d'autre est en train d'éditer la même page que toi, et quand tu sauves, il va dire il y a un problème, il y a un problème ou pas de conflit entre les parties que vous avez éditées. Mmh. Alors, c'est pas open source. C'est pas open source. Maintenant, tu peux demander à héberger, pour des projets open source, tu peux demander à un hébergement gratuit. Mais voilà, c'est pour des projets open source. Si tu veux l'installer pour chez toi et le faire tourner sur tes propres serveurs, ça coûte vite quelques milliers d'euros en fait, hein, donc c'est voilà.
Oui, tout à fait. Et bon, Atlassian, c'est quand même, enfin, c'est parce qu'ils sont pas tellement connus du grand public, mais c'est quand même un peu les Google du développement, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Ah non, je déconne, hein. Je veux dire, ils font des outils très bien, hein, mais c'est des usines à gaz et c'est vrai que ça devient vite très cher. Mais par rapport aux dernières réflexions, je voulais juste rajouter que, donc, enfin, je ne sais pas ici, je ne sais pas si tous les participants sont à l'université, mais en tout cas, à l'université, on a aussi une suite collaborative intégrée au sein de Docs, hein, qui permet d'éditer des fichiers, des tableurs et le tout en mode collaboratif avec la gestion des révisions et voir ce que les autres ont fait comme modif. Mais on reste quand même, en tout cas en ce qui concerne les traitements de texte, on reste dans un schéma papier. C'est aussi un autre point de vue qu'il faut peut-être changer dans nos esprits, c'est qu'on reste toujours avec le besoin d'avoir quelque chose sur papier, A4, blanc, imprimé par une imprimante, et ce qui est catastrophique pour l'échange d'informations. Je viens de voir passer un commentaire qui dit qu'en France, la gendarmerie est sous Ubuntu depuis des années, et c'est vrai, sauf que les seules épreuves papier qui sortent, c'est ce qui est échangé avec des justiciables ou avec le public, mais tous leurs échanges entre gendarmerie, entre policiers et avec la justice se fait via des bases de données centralisées. Donc il n'y a plus vraiment cet échange de papier qui est très bien pour lire, mais qui est une catastrophe pour l'échange d'informations. Je rappelle quand même que le papier a été inventé il y a plus de 500 ans et 500 ans plus tard, on utilise des énergies terribles pour continuer à faire vivre cette vieille technologie. Donc, on doit aussi peut-être parfois réfléchir autrement et se dire que travailler à plusieurs sur un document Word, c'est bien, mais peut-être qu'on a besoin de faire passer l'information autrement avec du papier. Mais encore une fois, c'est un état d'esprit. C'est comme les centaines de milliers de documents Excel qui existent dans dans tous les dossiers partagés qu'il peut y avoir partout dans le monde. Ben, peut-être que si tous ces tableurs étaient réunis au sein d'une base de données, ça faciliterait l'échange, ça faciliterait le croisement des données, ça faciliterait les mises à jour. Ben voilà, donc c'est un changement de méthode de travail qu'on aurait besoin de réfléchir en tout cas. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions avant que je ne coupe l'enregistrement? C'est juste parce qu'on peut encore avoir un espace de discussion un petit peu après la réunion. C'est juste qu'il y a un moment, moi je vais couper l'enregistrement pour avoir une vidéo qui dure à peu près 1 heure, hein. Je dirais qu'on ne dépasse pas trop. Ah, on a un peu dépassé quand même. Enfin voilà, donc est-ce qu'il y a encore une autre question? Une dernière question? Oui, YouTube nous paye si la vidéo est visionnée des millions de fois? Non, on ne monétise pas en fait. De toute façon, vu les fréquentations d'une chaîne YouTube des geeks anonymes, on n'est pas encore dans les fréquentations qui permettent de gagner de l'or en barre, hein. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Sinon, je coupe la vidéo. Ok, je coupe la vidéo et on peut en rediscuter après.